Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à la norme ISO 50001. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec la complicité de deux experts qui ont la gentillesse d'apporter leur contribution afin de vous éclairer sur la norme ISO 50001, véritable levier d'économie et de compétitivité. Alors, je ne vois pas le PowerPoint. Parfait. Donc, avant de commencer, je vous propose de prendre connaissance des consignes pour le bon déroulement de ce webinaire et vous présenterez ensuite vos intervenants. Alors, apparemment, on a un petit problème technique. Voilà. Donc, pour les consignes et le déroulement du webinaire, donc, tous les participants sont en sourdine. Donc, nous allons avoir une présentation de 45 minutes. Ensuite, nous allons vous présenter donc le déroulement de l'ISO 50001. La session sera enregistrée et nous aurons une séance de 15 minutes de questions-réponses. Nous proposons d'utiliser la boîte de questions pour soumettre vos questions et nous répondrons à autant de questions que possible lors de cette session. Ensuite, nous aurons une courte enquête qui vous sera envoyée après la session et nous vous remercions pour vos commentaires. À l'issue de ce webinaire, tous les participants recevront un lien vers le webinaire enregistré. Concernant les intervenants, donc moi je suis Chantal Philippe et je suis en charge du développement de la certification au BSI France, donc en charge du développement notamment des systèmes de certification, mais également de tout ce qui est supply chain. Et j'ai le plaisir d'accueillir Mied Ben Saïd qui sera votre conférencier du jour. Et nous aurons également l'intervention d'Aurélien Grémy de la société Gates qui nous a fait le plaisir d'apporter son témoignage. Alors, cette session sera vous donnera une vue d'ensemble du contexte et de certains des défis auxquels nous sommes tous confrontés. Nous expliquerons ensuite pourquoi la gestion de l'énergie est si importante et au cœur de la stratégie des entreprises. Nous vous parlerons de quelques principes clés, de quelques conseils. Ensuite, comme je le disais auparavant, nous aurons le témoignage de la société Gates, M. Aurélien Grémy, et nous parlerons également d'autres bonnes pratiques et solutions. Et enfin, je vous parlerai du processus de certification ISO 9001. En premier lieu, j'aimerais vous présenter le BSI. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes une entreprise, un organisme national de normalisation et de certification
fondée en 1901. Et dans le monde des normes, nous avons commencé en tant qu'organisme expert il y a plus de 100 ans, et nous le restons d'ailleurs aujourd'hui, en étant à l'origine des normes les plus adoptées dans le monde, et notamment l'ISO 9001, 14001, 45001 et 27001 qui concernent la sécurité des systèmes d'information. Nous sommes présents dans tous les secteurs d'activité, soit l'industrie, les soins de santé, l'alimentaire, la construction, l'aérospatiale et l'automobile. BSI, en quelques chiffres, c'est plus de 134 000 sites certifiés, 86 000 clients dans 145 pays. Nous sommes présents dans 32 pays avec 84 bureaux. Nous avons 5 300 collaborateurs, 2 700 auditeurs répartis dans 52 pays. Et nos services sont les suivants, donc l'élaboration des normes, de la formation, la certification de produits et de systèmes, différentes vérifications et notre marque qui est le CAT-Mark. Nous sommes également très fiers d'être signataires du Pacte mondial des Nations unies, qui est le plus grand réseau de développement durable au monde, et nous soutenons bien évidemment leurs principes et leurs objectifs. Donc là, je vais passer la main à M. Ben Saad, qui va vous présenter l'ISO 50001. Alors, il semblerait que nous n'entendions pas Mied, donc je vais reprendre la main. Donc, à qui s'adresse cette certification? L'ISO 50001 a été conçue pour aider les organisations de tous les secteurs
pour réduire ses coûts, améliorer son efficacité énergétique et répondre à la réglementation. Donc, le ISO 50001 est vraiment un mode d'emploi de référence et s'adresse à toutes les organisations, ou presque, quelle que soit sa taille ou son emplacement ou son secteur d'activité. Donc, dans l'entreprise, les personnes concernées sont toutes personnes responsables de la gestion de l'énergie et de la durabilité au sein de son organisation, un haut responsable qui cherche à intégrer une meilleure gestion de l'énergie ou de l'environnement dans sa stratégie d'entreprise, et toute personne cherchant à réduire les coûts énergétiques au sein de son entreprise. Alors, pourquoi la gestion de l'énergie est si importante? En fait, vous avez tous remarqué que, particuliers comme professionnels, ils ont tous été touchés par l'augmentation spectaculaire des coûts de l'énergie en 2022, avec un impact encore plus lourd en 2023 en raison de la très forte volatilité du prix de l'électricité. Donc, il est nécessaire de décarboner notre approvisionnement en énergie afin de respecter les engagements net zéro émission qui ajoutent à la pression sur les organisations pour devenir plus efficaces sur le plan énergétique. Donc, ce qu'il faut également savoir, c'est que l'efficacité énergétique n'est pas uniquement une question de coût. Même si les données montrées sur cette diapo montrent une augmentation considérable du prix de gros de l'électricité et du gaz depuis le début 2020, il faut savoir que la réduction de votre consommation d'énergie par la mise en œuvre d'un système de gestion de l'énergie peut avoir des avantages financiers importants avec un retour sur investissement très rapide. Mais ce n'est pas la seule raison d'envisager d'améliorer votre gestion de l'énergie. Donc on peut voir les pics, je pense qu'on les a tous connus, et qui ne vont pas descendre de toute façon l'année prochaine, et ce sera peut-être même pire. Alors pourquoi se faire certifier ISO 50001? La norme ISO 50001 est un excellent cadre pour la mise en œuvre d'un système de management de l'énergie. Elle offre aux organisations la possibilité de devenir plus résilientes face aux coûts et à la disponibilité de l'énergie. Donc, sa mise en œuvre fournit une approche systématique pour réduire vos consommations d'énergie et les émissions de carbone, vous conformer à la réglementation. On verra plus tard que vous avez des réglementations à respecter, donc des critères CIR par exemple. Ça vous permet également d'augmenter vos références en matière de durabilité et cela vous fournit un cadre pour promouvoir l'efficacité énergétique tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Les principes clés. Vous en avez plusieurs, puisque l'ISO 50001 propose des modalités pratiques pour réduire ses coûts, améliorer son efficacité énergétique et répondre à la réglementation. Donc, cette politique énergétique clairement définie et énoncée avec des objectifs, des programmes et des ressources. Le suivi des exigences légales qui régissent l'utilisation et la consommation d'énergie et l'efficacité énergétique. Les principes clés sont également la connaissance des utilisations et consommations énergétiques significatives, ce qui est très très important, surtout dans l'industrie. C'est également l'amélioration continue de la performance énergétique. Au niveau de l'humain, il est important de former et de sensibiliser le personnel au sein de votre organisation. Également, rendre visible un indicateur ou un registre de suggestions ou de recommandations provenant du personnel. Maintenant, regardons un peu les avantages et les bénéfices de la mise en place d'un système de management de l'énergie. Dans un premier temps, cela permet d'identifier et gérer les risques liés à votre futur approvisionnement en énergie. Ça permet également de réduire les fluctuations des prix de l'énergie. Ça vous permet de mesurer et contrôler la consommation d'énergie afin de déterminer où améliorer l'efficacité énergétique. L'amélioration des processus peut vous faire économiser de 10 à 15% de vos coûts énergétiques, que ce soit votre facture de gaz, électricité. Et cela permet également de réduire votre empreinte carbone allant jusqu'à 30%. Enfin, et ce n'est pas des moindres, cela permet de démontrer votre implication et votre statut en matière de management de l'environnement et de l'énergie, qui est un véritable levier pour améliorer votre image de marque. Et cela permet également d'augmenter vos opportunités d'appel d'offres. En termes de RSE, cela fournit également une motivation accrue de vos collaborateurs qui sont fiers de participer aux économies d'énergie et de développement durable de votre structure. Quelques conseils pour rendre l'ISO 50001 plus efficace pour vous. Alors, la base, c'est l'engagement de la direction. S'il n'y a pas d'engagement de la direction, vous n'avancerez pas de toutes les façons. Donc, c'est vraiment le plus important.
Ça permet également de comprendre où vous en êtes. Donc, vous faites un point sur votre situation actuelle. Vous définissez une stratégie énergétique et un plan d'action qui doit être clair et jalonné dans le temps. Vous développerez ensuite et réviserez les processus et les procédures, y compris la politique énergétique, qui soit autonome ou intégrée. Vous fixerez des objectifs, pardon, un peu trop vite, vous fixerez des objectifs, des cibles, des indicateurs clés de performance, et ensuite vous affecterez les ressources financières et humaines. Quand vous aurez affecté les ressources financières et humaines, vous pourrez identifier les rôles de chacun et les responsabilités. Vous tiendrez le personnel informé. Il faudra que vous travaillez en équipe et l'ISO 50001 va vous forcer justement à faire des réunions régulières pour avancer sur le sujet. Et vous pourrez également impliquer les principales parties prenantes telles que vos clients, vos fournisseurs, vos sous-traitants. Ce qu'on vous encourage également à faire, c'est de rendre compte de vos efforts et de votre réussite et de la communiquer. Il existe des moteurs et des incitations réglementaires. Donc, en termes de réglementation, vous avez la loi DDA-DUE qui impose aux grandes entreprises de réaliser soit un audit énergétique réglementaire, soit être certifié ISO 50001. Et vous avez, dans un deuxième temps, le décret tertiaire qui impose une réduction des consommations énergétiques progressive pour les bâtiments tertiaires. Et cette réglementation vise à économiser 60% d'énergie dans ces bâtiments à horizon 2050. En contrepartie, vous avez des incitations financières, ce qui est une bonne chose, puisque vous pouvez obtenir la subvention pro semaine. Alors en ce moment, on n'a pas d'informations sur sa reconduction pour l'année prochaine, mais elle a existé jusqu'à aujourd'hui et les dossiers ont pu être déposés jusque mars 2023. Vous avez également le contrat d'économie d'énergie, C2E, et le contrat de performance énergétique. Donc, ces incitations financières peuvent vous permettre de faire des économies, mais la plus grosse économie que vous pourrez faire en mettant en place l'ISO 50001, c'est justement sa mise en place, puisque c'est elle qui va vous faire gagner de l'argent. Et comme je le dis souvent, c'est vraiment la norme 50001 qui permet de vous faire des économies à travers toutes les autres normes qui existent aujourd'hui. Donc, en résumé, se faire certifier ISO 50001 permet d'alléger votre facture énergétique et votre empreinte carbone, d'être exempté de l'audit énergétique obligatoire pour les grandes entreprises, vous engager dans une démarche vertueuse d'amélioration, maîtriser et optimiser la performance énergétique, mobiliser et fédérer vos collaborateurs, construire une dynamique d'entreprise et de RSE efficace, d'améliorer votre compétitivité et également de rationaliser vos investissements. Parce que quand vous faites appel à des fournisseurs pour acheter des équipements, par exemple, eux doivent également mettre en place un système pour l'efficacité énergétique. Donc voilà pour l'aperçu, le contexte de l'ISO 50001. Avant de passer la main à Aurélien de la société Gates pour faire part de son témoignage et son retour d'expérience, je vais vous présenter assez simplement le processus de certification. Donc, après avoir mis en place la norme 50001, avec ou sans accompagnement par une société de conseil ou fournisseur d'énergie, puisqu'en effet, les fournisseurs d'énergie peuvent également vous accompagner, vous faites une demande de certification. La revue est réalisée via un questionnaire pour qu'on puisse connaître votre périmètre, votre structure, etc. Nous planifions les audits avec l'auditeur le plus qualifié. A lieu ensuite l'audit initial de certification qui se passe en 2 étapes. La première étape, il s'agit d'une revue documentaire et la deuxième étape consiste à l'audit de conformité. Quand l'audit de conformité est réalisé, le rapport est ensuite rédigé. Il est revu par un comité et la décision est prise de vous accorder ou pas la certification. Si c'est le cas, ce qu'on espère, le certificat est émis. Ensuite, vous avez un cycle de 3 ans. L'année suivante, vous aurez un audit de suivi. L'année d'après, vous aurez l'audit de suivi numéro 2. Et l'année
l'année 3, vous aurez l'audit de renouvellement et c'est un cercle sans fin puisque vous aurez ce cycle de 3 ans. Donc voilà en ce qui concerne la 50 001 et je vais laisser la parole maintenant à Aurélien pour qu'il nous explique ce qu'il a fait dans son entreprise. Bonjour et merci. Donc, Aurélien Grémy, je suis donc le coordinateur hygiène, sécurité, environnement et énergie pour le site de Getz à Nevers. Donc, un rapide historique, hein. Donc, Getz, c'est une entreprise américaine qui a été créée en 1911 à Denver, donc dans le Colorado. Aujourd'hui, Getz compte un petit peu plus de 13 500 employés répartis sur plus de 100 sites à travers 30 pays. Donc, on est basé vraiment à l'international. Deux activités principales. La première pour tout ce qui va concerner la transmission de puissance, où là on va retrouver des produits comme les courroies, c'est les produits qui sont réalisés sur le site de Nevers. Donc toujours dans cette branche d'activité, on va retrouver également tout ce qui va être tensionneur, accessoires autour de la courroie, autour de la transmission de puissance. Et ensuite, on va avoir la deuxième activité principale qui va concerner plus la transmission de puissance, transmission de fluide, pardon, où là on va retrouver tout ce qui est tuyaux et les couplings, donc les embouts de tuyauterie, les pompes à eau, ce genre de choses. Donc Getz aujourd'hui est parmi les leaders mondiaux donc dans la transmission de puissance et dans les produits et services hydrauliques. Pour parler un petit peu plus précisément du site de Nevers, donc sur la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc la petite carte d'identité du site de Nevers. Donc on est un site de production avec une surface de production dédiée de 10 000 m². On a également 1800 m² de bureaux. Donc sur le site de production, on fait exclusivement des courroies. Si vous pouvez passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. On fait exclusivement des courroies donc pour l'industrie automobile, donc uniquement pour la partie rechange, pour l'industrie et pour toute la partie agriculture. En termes d'effectifs, on a 130 personnes salariées sur le site, plus un volant d'intérimaire qui est variable. Et en termes d'organisation, on est basé en 3 équipes et on est ouvert 5 jours par semaine. Donc on est certifié ISO 50001 depuis 2014. Donc on est, je pense, parmi les premières entreprises à être certifiées ISO 50001 par le biais de BSI. Et en parallèle, on est également certifié ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001. Donc on a vraiment la chance de pouvoir avoir un système de management intégré qui reprend le périmètre de plusieurs standards, de plusieurs normes. Donc toujours pour parler plus spécifiquement du site de Nevers, il faut savoir qu'on utilise 2 énergies sur le site de Nevers, qui sont donc le gaz et l'électricité. Et en termes de consommation globale, on a à peu près 13,5 gigawattheures de consommation annuelle sur l'ensemble de ces deux énergies. En termes de répartition, on a à peu près 70% de notre consommation énergétique qui est faite sur le gaz naturel et 30% sur la partie électricité. En termes de résultats, donc pour parler vraiment des résultats qu'on a pu constater depuis la mise en place donc de la norme de l'ISO 50001. Donc c'est, pour rappel, hein, l'ISO 50001, on l'a mis en place chez nous en 2014. Donc vous pouvez retrouver sur les 2 graphiques que vous voyez ici sur votre gauche nos consommations d'électricité, nos consommations de gaz exprimées en mégawattheures. Sur les histogrammes, vous allez retrouver en orange les consommations électriques qui sont facturées, donc nos consommations réelles année par année, l'évolution. Et ce que vous allez retrouver en bleu, en fait, c'est la moyenne des consommations. Si vous voulez, en fait, c'est ce qu'on appelle notre consommation de référence. C'est-à-dire, si on s'était pas lancé dans l'ISO 50001, c'est aujourd'hui le niveau de facture qu'on aurait dû avoir. Donc, pour faire très simple, la différence entre
l'histogramme bleu et l'histogramme orange, en fait, c'est le gain qui a été généré par la mise en place de la norme ISO 50001 et surtout par les actions qui ont été mises en œuvre. Pour vous donner un ordre d'idée, en termes de gains, donc sur la partie électricité, entre 2014 et 2022, on a réussi à réduire de 12,5% notre consommation donc par rapport à cette consommation de référence. Je reviendrai dessus juste après. Pour l'année 2022, ça représente 570 MWh d'économisés, ce qui représente quasiment 80 000 euros quand même, ce qui est quand même pas rien. Et depuis 2014, on a 4600 MWh qui ont pu être économisés sur la partie électricité, une fois de plus, ce qui est quand même assez important. Sur la partie gaz, on a réussi à réduire nos consommations de 23% par rapport à notre consommation de référence, donc quasiment un quart de réduction. Une fois de plus, c'est énorme. Sur l'année précédente, donc l'année 2022, ça représente 2855 MWh d'économisés, soit une économie de plus de 300 000 euros. Donc aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup d'industriels qui peuvent se permettre de s'asseoir sur des économies qui peuvent être aussi intéressantes. En termes d'économie, donc toujours sur la partie gaz, ça représente quasiment 18 gigawattheures d'économisés entre 2014 et 2022. Donc juste pour revenir un petit peu sur la partie consommation de référence, donc ce que vous pouvez retrouver en histogramme bleu, en fait, nous, ce qu'on a réalisé, c'est que pour pouvoir avoir une base de travail et comparer l'amélioration par rapport à notre consommation théorique, on a construit un petit modèle statistique qui, en fait, reprend la moyenne des consommations des années précédentes par rapport au volume de production. C'est-à-dire que la consommation de référence que vous voyez ici, représentée dans l'histogramme bleu, correspond réellement au niveau de production qu'on a eu sur chaque année. Donc, on est vraiment sur du gain. Voilà, on n'est pas sur des différences de volume de production qui pourront faire qu'on ait baissé notre consommation. On compare vraiment avec des niveaux de production équivalents. Sur la diapo suivante, donc quelques clés, quelques petits conseils pour la réussite du système de management. Donc, première des choses, comme ça a été rappelé tout à l'heure par Mme Philippe, il faut constituer un groupe de travail spécifique sur l'énergie avec le soutien de la direction. Une fois de plus, quand vous allez aller voir votre direction en présentant des pistes d'amélioration, d'économie d'énergie et donc d'économie d'argent au final, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'industriels qui vont pouvoir qui vont vous fermer la porte à de tels dispositifs. Donc une fois de plus, créer un groupe de travail, si possible pluridisciplinaire, pour intégrer des personnes aussi bien au niveau du système de management que des personnes qui vont s'occuper vraiment de mettre en place des actions d'amélioration, donc peut-être des responsables maintenance, responsables bâtiment, ce genre de personnes. Une autre étape qui est très importante et qui n'est pas négligée, c'est toute la partie collecte de données de consommation et identification des principaux postes de consommation dans l'entreprise. C'est ce qu'on va appeler les consommations énergétiques significatives. En fait, il s'agit ici de tout simplement de comprendre les machines, les équipements qui sont les principaux consommateurs d'énergie. Ensuite, le troisième point, c'est la mise en place d'indicateurs pertinents et d'objectifs associés. Alors, qu'est-ce que j'entends par indicateur pertinent, en fait? C'est tout simplement, soyez vigilants quand vous mettez des indicateurs qui prennent bien en compte les potentielles variations de volume de production. Donc, par exemple, chez nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des ratios qui s'expriment en fait en kilowattheures d'énergie par rapport aux kilos de matière qui sont fabriqués. Ça nous permet d'avoir quelque chose qui est toujours constant en fonction du niveau de production. Ensuite, la mise en place, c'est ce que reprenait également Madame Philippe tout à l'heure, donc de réunions énergie mensuelles ou avec des fréquences plus élevées, en incluant la direction, une fois de plus pour partager les pistes d'amélioration qui sont identifiées. N'oubliez pas,
également d'intégrer les aspects énergie dans tous les processus de l'entreprise et notamment toute la partie achat ou engineering, ça dépend comment vous l'appelez chez vous, qui va s'occuper notamment d'acheter des nouveaux moyens, des nouveaux équipements, puisque les économies d'énergie, ça commence comme on pourrait le faire à la maison, par acheter des équipements qui sont moins consommateurs en énergie, tout simplement. Dernière clé, on va dire, pour la réussite d'un système, consiste en impliquant, en sensibilisant le personnel. Il va de soi qu'on aura beau mettre en place un tas d'actions d'économie d'énergie, si le personnel n'est pas impliqué, s'il n'est pas partie prenante de ces économies d'énergie, ben, l'impact ne pourrait être que réduit sur les économies d'énergie. Donc maintenant, quelques exemples d'actions qui ont été réalisées sur notre site. On a notamment pu mettre en place des compresseurs à vitesse variable. Donc, précédemment, on avait des compresseurs à vitesse fixe donc, qui tournaient toujours à la même vitesse. Là, aujourd'hui, ben, les compresseurs, la vitesse de travail des compresseurs s'adapte à la vitesse, à la demande en fait. Donc ça permet d'ajuster la consommation électrique à la demande. On a également mis en place beaucoup de systèmes de récupération d'énergie, notamment sur les compresseurs, sur le groupe froid, sur notre unité de dépollution. En fait, partout où on a des sources d'énergie, de la chaleur, on a mis en place des systèmes qui nous permettent de récupérer cette chaleur pour soit redispatcher la chaleur dans l'usine pour faire du chauffage en hiver, soit préchauffer d'autres éléments comme notre chaudière vapeur. En fait, on préchauffe l'eau de notre chaudière vapeur pour diminuer les calories qui vont être nécessaires pour pouvoir générer la vapeur. On a également sur notre chaudière vapeur, on a également mis en place un brûleur micro-ondulant qui lui aussi va nous permettre de faire des économies de gaz, tout simplement. On a également pu mettre en place, alors très récemment, l'éclairage LED dans notre bâtiment administratif et de façon un petit peu plus historique, en 2015, on avait également passé tout notre atelier de production en lumière LED. J'en profite de vous parler d'éclairage, enfin on parlait de lumière. Quand on parle de projet sur les économies d'énergie, il ne faut pas oublier que aujourd'hui on a un gros levier qui est très intéressant pour mettre en place des projets d'amélioration d'énergie. C'est que l'énergie étant tellement chère, les projets qui n'étaient pas forcément très rentables rapidement il y a 4 ou 5 ans sont devenus très très rentables à très court terme avec le prix de l'énergie qu'on peut connaître actuellement. Donc n'hésitez pas, si vous identifiez des projets d'amélioration, même si vous décidez de ne pas les mettre en place actuellement, parce que voilà, le contexte ou les budgets ne sont pas présents, n'hésitez pas à les réévaluer régulièrement, puisque bien évidemment, en fonction du prix de l'énergie, les projets vont être potentiellement plus rentables dans le futur. On a également mis en place donc beaucoup d'asservissement, de fonctionnement de nos équipements. Donc, on a des appareils qui nous servent à faire de la ventilation, de la lumière sur nos équipements. Donc là, tout simplement, on les a asservis au fonctionnement de la machine pour faire la ventilation et la mise en place de lumière au moment où on a besoin de travailler sur l'équipement. On n'a pas besoin d'avoir de ventilation ou de lumière quand on ne travaille pas sur l'équipement. Et enfin, on a mis en place beaucoup de routines pour suivre la performance de certaines de nos installations, et notamment nos deux principales, qui sont notre production d'air comprimé, puisqu'on s'est rendu compte que la production d'air comprimé sur le site, c'est quand même quelque chose qui est très énergivore et qui nous génère quand même une grosse part de nos factures d'électricité. Donc on a mis un suivi particulier dessus, qui est vraiment regardé toutes les semaines pour éviter les dérives. Et on a mis la même chose sur notre production de vapeur, de façon à pouvoir suivre le talon vapeur, suivre notre niveau de fuite, suivre notre niveau d'entretien des purgeurs, voilà, pour essayer au maximum de faire des économies sur cette partie-là. Dans la majorité des exemples d'actions que je viens de vous citer, on a pu bénéficier notamment de primes C2E. Donc ça, c'est des primes qui peuvent être menées quand vous réalisez des actions d'économie d'énergie.
Et l'avantage de ces primes, c'est qu'elles permettent d'améliorer grandement la rentabilité, le retour sur investissement des actions que vous pouvez mettre en œuvre, puisque les primes, alors même si elles sont très variables, elles permettent des fois de couvrir entre 5, 10, 15, voire même 30 ou 40% des investissements que vous pouvez mettre en œuvre. Donc c'est vraiment des choses qui sont vraiment très intéressantes. Voilà pour moi. Je vous remercie. Merci Aurélien pour cette explication qui était très claire et je pense très intéressante. Alors j'ai une question d'un participant, à savoir quel outil vous utilisez pour suivre votre consommation énergétique? Alors, on a plusieurs outils. On a déjà les outils qui sont dispensés par nos fournisseurs d'énergie. Donc, on travaille avec des fournisseurs un petit peu historiques pour l'électricité et le gaz. Et en fait, on a la possibilité d'accéder à des portails qui nous permettent de relever nos consommations jour par jour, demi-heure par demi-heure. Donc déjà, la première des données, c'est les données qui sont disponibles via vos fournisseurs d'énergie et qui vous permettent de récupérer les informations de consommation. D'accord, j'espère que cela est bien répondu à la question de notre participant. Nous avons également une autre question, mais je pense qu'il est un peu plus technique, puisque ça concerne les compresseurs, à savoir qu'est-ce qu'un compresseur à vitesse variable? Alors, je ne suis pas un expert du compresseur, mais en fait, un compresseur à vitesse fixe, donc nous on est sur des gros compresseurs de 110 kW et 130 kW, donc c'est des compresseurs qui nous permettent comme d'avoir des gros débits d'air comprimé dans l'atelier. Un compresseur à vitesse fixe, c'est un compresseur qui va tourner tout le temps à la même vitesse. Donc, pour maintenir votre réseau à une pression constante, le compresseur va démarrer, s'arrêter en permanence. Il faut savoir qu'un compresseur, quand il se met en marche, il ne génère pas directement de l'air comprimé. Il a une phase de préchauffage, on pourrait appeler ça, on va dire, de mise en service, donc pendant laquelle il ne va pas délivrer d'air comprimé, mais pendant laquelle il va consommer de l'électricité. Après, il va y avoir toute la plage où le compresseur va délivrer l'air comprimé, donc à un niveau constant, et une troisième phase où le compresseur va s'arrêter. Donc là, c'est pareil, il ne va pas s'arrêter directement, il va s'arrêter de délivrer de l'air comprimé et il va continuer de tourner pour retrouver un état, on va dire, de mise hors service. Donc en fait, dans cette situation-là, on s'aperçoit que, suivant les besoins, suivant les consommations, mais on a une part d'électricité qui est consommée par notre compresseur alors qu'il ne délivre pas d'air comprimé. L'idée avec un compresseur à vitesse variable, c'est que le compresseur, il va être tout le temps activé et en fait, le débit du compresseur va être ajusté à la demande, de telle sorte qu'en fait, il n'aura jamais euh, de, de, de consommation électrique alors qu'il ne délivre pas d'air comprimé. Très bien, merci beaucoup. Donc, suite à ce témoignage, je vais vous parler maintenant juste un aperçu sur d'autres bonnes pratiques et solutions qui sont liées au développement durable. Vous avez l'ISO 14001 qui peut être déjà mise en place dans notre organisation, qui est le management de l'environnement. L'ISO 14064 qui concerne la vérification de l'empreinte carbone au sein de l'organisation et le PAS 2060 qui est relatif à la neutralité carbone. Alors, il est clair que la gestion de l'énergie est essentielle pour chaque entreprise afin de gérer ses coûts, de répondre aux exigences réglementaires et de soutenir la transition vers le net zéro émission qui approche à grands pas. Alors, en ce qui concerne les trois pratiques que je viens d'énoncer, il n'est pas nécessaire de choisir l'une ou l'autre. Commencez par l'une et ensuite, au fur et à mesure des opportunités, vous pouvez en démarrer d'autres. Alors, je voulais également passer en revue pour votre information nos sessions de formation, puisque nous sommes certifiés Calliope et nous dispensons des formations, que ce soit des formations publiques ou en intra. Voilà, donc vous pourrez voir quelques dates sur ces formations.
commençant par les exigences de la 50001 qui est la base de la formation. Nous avons également la mise en place qui peut être dispensée donc au mois de janvier, au mois d'avril. Auditeur interne, puisque vous devrez désigner un auditeur pour faire vos auditeurs internes et un responsable d'audit. La session questions-réponses, donc on a eu quelques questions au fil de... Alors je regarde si on en a d'autres. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Donc ce que je vous propose, c'est de terminer ce webinaire. Donc pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter par l'adresse qui s'affiche sur votre écran, donc contact.france@bsigroup.com, le numéro de téléphone, l'adresse mail. Donc nous sommes à Puteaux, La Défense, à la Grande Arche. Donc si vous voulez nous rendre visite. Alors je tiens à vous remercier pour votre participation, à votre patience. Donc nous avons des problèmes techniques qui n'étaient pas prévus, bien évidemment. Donc c'était Monsieur Ben Saïd, qui était notre expert en management de l'énergie et de l'environnement, qui aurait dû faire cette présentation. Donc j'ai repris cette présentation à main levée, même si je connais bien le sujet, bien évidemment. Donc j'espère que vous serez assez... comment dire, vous aurez l'amabilité de ne pas nous en tenir rigueur. Nous allons refaire une session sur le mois de mars, en espérant que la technique ne nous trahira pas cette fois-ci. Donc, je vous remercie à tous pour votre participation. Et encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous recevrez le lien pour le webinaire très bientôt. Et si vous pouviez répondre donc, à quelques questions que vous recevrez également. Merci beaucoup. En dernière page, vous avez le lien pour accéder aux subventions. Donc la subvention pro-semaine, la C2E, dont parlait Aurélien tout à l'heure, et le contrat de performance. Merci beaucoup pour votre attention. Encore une fois, désolé pour ces problèmes techniques et je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci.